Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 160e émission de Et si on parlait de sport ? Coup d'envoi de votre rendez-vous 100% sport, 100% passion. Une émission rythmée par l'énergie du terrain, l'émotion des compétitions et les histoires de celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Un grand merci à nos partenaires Semper Connect, LG Consultant et l'agence Bellombra qui jouent le match à nos côtés. Et bien sûr, coup de projecteur sur toute la team de Et si on parlait de sport, animateurs, chroniqueurs, consultants et passionnés réunis autour d'une même envie, vous faire vivre le sport autrement avec l'intensité et authenticité. Alors préparez-vous, montez le son et entrez dans le match. C'est parti pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport. Et en première mi-temps, nous vous proposons de partir à la découverte d'un sport spectaculaire, stratégique et encore trop inconnu du grand public, le softball. Pour nous guider dans cet univers passionnant, nous recevons deux invités du stade toulousain baseball et softball, Anaïs Monge, qui est secrétaire du club et coach de l'équipe féminine, et Joséphine Praul, joueuse et ambassadrice de cette discipline. Avec elle, nous reviendrons sur leur parcours, l'histoire et les règles du softball, son développement en France, les raisons de son engouement grandissant et la vie du club toulousain. Nous évoquerons également le retour du softball aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, les ambitions du stade toulousain et les conseils de nos invités pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ce sport où convivialité, stratégie et esprit d'équipe sont les maîtres mots. Et en deuxième mi-temps, nous vous proposons une rencontre passionnante avec une femme qui a fait du sponsoring sportif sa spécialité. Entrepreneur, experte du digital et passionnée de sport, Marine Mathieu accompagne aujourd'hui les athlètes, les clubs et les associations dans leur quête de partenaires durables et de financement. Fondatrice de Yellow Web Marine, elle défend une vision moderne du sponsoring, créer de véritables relations gagnant-gagnant entre le monde du sport et celui de l'entreprise. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours personnel et professionnel, la naissance de son entreprise, ses nombreuses actions auprès des acteurs du sport, ses ambitions et ses précieux conseils pour tous ceux qui souhaitent développer leurs projets sportifs grâce au sponsoring. Une deuxième mi-temps inspirante, concrète et riche en enseignements pour tous les passionnés de sport et les porteurs de projets. Alors installez-vous confortablement et embarquez avec nous pour une émission riche en émotions et en adrénaline. Et tout de suite, place à la première mi-temps avec Anaïs Monge et Joséphine Praul pour parler softball. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un sport spectaculaire, encore méconnu du grand public en France, mais qui ne cesse de séduire de nouveaux pratiquants, le softball. Entre stratégie, vitesse, esprit d'équipe et convivialité, cette discipline cousine du baseball possède tous les ingrédients pour passionner. Le softball, déjà présent à 6 reprises aux Jeux Olympiques, retrouvera le programme olympique à Los Angeles en 2028. Une formidable opportunité pour offrir à cette discipline une nouvelle exposition mondiale et susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations en France. Et pour nous en parler, nous recevons deux passionnés du stade toulousain baseball et softball. Anaïs Monge, qui est secrétaire du club et coach de l'équipe féminine de softball, et Joséphine Praul, qui est joueuse du stade toulousain et ambassadrice de cette discipline au quotidien. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on est content de vous recevoir pour parler de ce sport qui va prendre un petit peu un volume supplémentaire aux Jeux Olympiques 2028. Avant de parler de softball, Anaïs, quelques mots sur qui est Anaïs et quel est votre parcours ? Eh ben moi, j'ai commencé le softball il y a maintenant assez longtemps. Je suis tombée dessus par hasard à l'âge de 13 ans, Forum des sports dans ma ville. C'était hier ? C'était pratiquement avant-hier. J'ai essayé et en réalité, j'ai jamais lâché. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans. Ah, quand même. Ouais. Et Joséphine ? Eh ben moi, comme on entend à mon accent, je suis franco-allemande. J'ai vécu dans 4 pays européens différents. Et donc, j'ai fait plein de sports différents avant de tomber sur le softball en France. Et conquise ? Et conquise. Et on y va donc pour faire les Jeux Olympiques ? Oui. On espère que la France va se qualifier, en tout cas, oui. Alors, avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette discipline, parce qu'on entend vaguement parler du baseball, mais le softball, c'est un petit peu moins connu. Qu'est-ce que le softball et comment ça se joue ? Le softball,
Tu l'as bien dit au début, hein, c'est le cousin du baseball. C'est un sport où 2 équipes s'affrontent, où le but du jeu, c'est de frapper la balle le plus loin possible pour faire le tour du terrain, pour marquer des points. Et donc, c'est une équipe en attaque, une équipe en défense qui se rendent l'appareil pour marquer le plus de points. Alors, je vais être très concret dans ma demande. Tu dis une équipe, mais alors déjà, concrètement, c'est quoi ? C'est des balles, c'est des battes, c'est des ballons, c'est des trucs ovales. Parce qu'ici, on parle beaucoup rugby chez nous. Hein, donc, faudrait peut-être un peu expliquer que c'est pas du rugby déjà. Ouais, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de l'équipement ? Comment ça se passe ? Bien sûr, ouais. On a comme équipement, donc c'est une balle en cuir, un petit peu plus petite qu'un ballon de foot. Et le but, c'est en effet de frapper cette balle le plus loin possible avec une batte. Donc ça attire toujours et la curiosité de dire tiens, je vais frapper fort dans une balle avec une prolongation qui n'est pas une raquette, c'est une batte, et toute la difficulté est là parce que c'est fin et c'est un sport hyper stratégique aussi. On connaît les images qu'on a en tête, c'est le baseball avec ces espèces de grands triangles où il y a des espèces de paquets de farine au sol et on doit courir dessus. Est-ce que c'est un peu l'image qu'on a basiquement en France du baseball. Alors comment ça se passe pour le softball ? Il n'y a pas de farine au sol ? Il n'y a pas de farine, c'est de la terre battue et le but, il y a 4 bases et on doit tourner autour de ces 4 bases pour marquer un point. Donc il y a toujours le principe d'un petit truc en bois au sol qu'il faut faire tomber, donc la batte, il y a toujours un lanceur. Il y a toujours un lanceur. Alors le principe de taper quelque chose, ça c'est au cricket. Donc c'est encore un autre sport de batte qui amène d'autres stratégies. Nous, vraiment, le but, lancer la balle et la frapper. Donc le lanceur, qui est de l'équipe 1, va essayer de mettre à défaut le frappeur qui est de l'équipe 2. Alors la différence entre le baseball et le softball finalement ? Alors la différence, c'est que le terrain il est plus petit. En général, donc ce qui est important, ce qu'il faudrait dire peut-être aussi, c'est pas un jeu qui se joue en temps, ça veut dire on a des manches, des innings comme on les appelle en anglais. Au softball, ce sont 7 innings et au baseball, on en joue 9 en général. Et voilà, principalement le terrain plus petit, quelques petites subtilités qui changent, notre balle qui est un peu plus grande, moi j'aime bien la comparer à un pamplemousse. Voilà, à peu près à cette taille-là. Et voilà. Et de manière générale, le softball est plus pratiqué par les femmes, mais on a aussi une équipe masculine et une équipe mixte. Et l'équipement, c'est aussi important. Comment ça se passe ? Il y a des gants, j'imagine, pour récupérer la balle. Il y a une différence entre les 2 balles, entre baseball et softball, ou c'est la même chose ? La balle, en effet, est en cuir, donc ça fait tout aussi mal. Il y a la balle de baseball qui est un petit peu plus dense, qui est plus petite. Là où tu compares, Josie, avec une balle de pamplemousse, une balle de baseball, c'est à peu près la taille d'une balle de tennis. D'accord. Mais c'est en cuir, donc beaucoup plus dense, beaucoup plus dur. Le matériel reste le même. On a des battes. Alors, il y a des subtilités au baseball, ça va être une batte en bois au haut niveau, alors qu'au haut niveau, en soft, c'est une batte en aluminium. Mais autrement, on a le catcher qui est derrière. C'est ça, les protections qui vont bien. Ouais. Sont les mêmes parce que l'impact de la balle a le même effet. Voilà, et le gant, en effet, pour rattraper, parce qu'on n'attrape pas une balle en cuir en pleine main. Alors, tu parlais d'une différence entre les garçons et les filles par rapport à ça. Qu'est-ce que ça demande comme qualité physique, finalement, le softball ? Alors, c'est tout ce qui m'a conquis dans ce sport. C'est qu'il n'y a pas besoin d'une qualité ou d'une autre. C'est un sport très démocratique. Moi, pour ma part, je suis très grande. Je mesure 1m86. Donc, souvent, comme tu l'as fait en rentrant, Laurent, tu me demandes si je joue au volley, au basket ou je ne sais pas quoi. Et non, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux courir vite, tu peux frapper fort. Chacun trouve peut ramener sa compétence, ses qualités à ce sport-là. Alors, il faut de la vitesse, il faut de la concentration. Tactiquement, il faut savoir réfléchir parce que ça a l'air compliqué, les règles, vues de l'extérieur. En effet, c'est plus simple de comprendre le jeu en le voyant. C'est un jeu très tactique. On est quand même loin du football américain si on pouvait comparer avec des sports vraiment tactiques. Mais les situations de jeu vont être les mêmes, vont être différentes en fonction du nombre de retraits, puisque l'objectif c'est d'éliminer 3 personnes pour changer de manche et en fonction on a un joueur qui est sur une première base ou il n'y en a pas, les jeux vont être différents. Donc on doit s'adapter en effet à plein d'éléments extérieurs qui vont nous dire je vais faire ce jeu-là à tel moment, c'est telle joueuse qui a la balle ici au début du terrain ou plutôt en champ, donc une balle qui est frappée très très loin,
les jeux vont pas être les mêmes. Donc ouais, c'est là où c'est tactique. Combien de personnes dans une équipe ? 9. 9 personnes. Et donc, donc les 9 personnes passent toutes à la batte. L'objectif, c'est qu'elles passent toutes à la batte. L'enjeu entre les deux équipes, en effet, c'est de faire 3 retraits. Donc, si l'équipe qui est en défense, qui elle arrive donc à éliminer les joueuses, peut le faire. On peut faire passer que 3 joueuses à un même moment, mais si en effet on arrive à frapper la balle et à être en succès, alors là, on peut continuer jusqu'à ce que ces 3 retraits soient faits. Et donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand on tape très fort, on voit ces balles on appelle ça, je crois, un home run. Mon anglais n'est peut-être pas terrible. C'est-à-dire que la balle c'est le même principe. C'est l'objectif ultime, en effet, de toute joueuse, tout joueur, c'est de frapper le home run. On imagine ça dans les films, souvent. Voilà. Ce n'est pas que dans les films, on y arrive, en effet. Alors, pas toutes les joueuses, ou tous les joueurs, c'est ce que disait Joséphine. Chacun a ses aptitudes. Donc, en effet, des joueuses de puissance, elles vont frapper plus régulièrement des home runs. Et c'est le plus facile, puisque lorsque la balle sort du terrain, on court les 4 bases d'un coup et on marque son point. Alors que des frappeuses, peut-être plus avec mon style de gabarit, je suis plus petite que Joséphine, à peine. En effet, va frapper des jeux plus courts, donc plus tactiques, et va devoir aller de base en base et fournir plus d'efforts et s'aider de ses coéquipières pour avancer et marquer le point. Joséphine ? Oui, j'aimerais bien revenir sur le point de tout ce qui est technique aussi. Je trouve que c'est un sport qui demande énormément de concentration aussi, parce que des fois, comme on a dit, ça se joue en manche, donc les matchs ils peuvent durer 1h30 comme ils peuvent durer 3 heures. Donc des fois il se passe rien, il faut rester très concentré, et quand la balle vient sur nous, il faut être présent et savoir tout de suite ce qu'on doit faire. Donc il y a beaucoup de travail de coach aussi, c'est-à-dire que le coach a son importance. On a toujours ces images à la tête, mais quand on les voit dire toi un tel, c'est-à-dire qu'il doit connaître ses 9 joueuses ou joueurs pour dire je vais prendre celle-ci par rapport à tel autre, par rapport à son gabarit, par rapport à son style. J'imagine qu'il y a toute une tactique à préparer. Tout à fait. Le fait d'avoir 9 joueuses sur le terrain, et c'est un sport où on l'a dit, les aptitudes peuvent être complètement différentes. Dans l'ordre au bâton, la première frappeuse va être une coureuse rapide, parce qu'on veut qu'elle y aille et qu'elle donne l'envie de lancer le match, alors que par exemple la frappeuse 4 est tendance à être une frappeuse de puissance, puisqu'on espère que les trois frappeuses d'avant ont été sur base, et elle, on utilise l'expression, elle nettoie les bases, elle fait sortir la balle et on prend 4 points. Donc en effet, d'un point de vue de coach, c'est hyper intéressant, et de pouvoir accompagner des différents profils et d'identifier où est-ce que les forces vont pouvoir nous apporter collectivement. On sent que vous maîtrisez ça toutes les deux à fond. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce softball qui est finalement relativement méconnu, un petit peu de son histoire en France. Le softball est arrivé, alors le baseball, malheureusement ou pas, il est difficile de les différencier. La Fédération française de baseball et softball est la même. Elle a été créée en 1924, donc elle a un petit peu plus de 100 ans. Et le baseball est arrivé fin du 19e en France. Après, c'est un sport de côté Amérique, a été créé là. C'est un sport national pour les États-Unis, pour le Japon. Et en Europe, ça émerge. Les principaux pays porteurs de ce sport sont les Pays-Bas et l'Italie en Europe. Et nous, on essaye de faire bonne figure aussi. Alors, la question qui suit, c'est comment ça se porte le softball en France, sachant que j'imagine que votre fédération a maintenant en tête le fait qu'on a les Jeux Olympiques. Est-ce que ça a bougé les choses ? Compliqué de répondre à ça, parce que c'est pas la première fois que le softball est un sport olympique. On a essayé au JO à Paris que ça arrive. On a malheureusement perdu face à d'autres sports, et bravo à eux d'avoir représenté. Pour 2028, la France peut prétendre encore à une place. C'est une place pour un pays européen. Ça passe par des compétitions. Le championnat d'Europe qui aura lieu l'année prochaine, avec le TQO associé à ça. Ça veut dire que c'est tout de suite à élimination directe. Il faut être dans les 6 premiers. Le TQO, il faut être vainqueur. C'est un sacré challenge. La fédération est une petite fédération, 13 000 licenciés, donc compliqué à
face aux gros mastodontes. Donc les moyens sont donnés. Évidemment, des moyens supplémentaires pourraient avoir lieu, mais la fédération est en train de mettre en place tout ce qu'ils peuvent pour mettre les moyens et pour se les donner, oui. Alors l'ambiance semble être une vraie force dans ce sport. Est-ce qu'effectivement, de par cette ambiance, ça permettrait peut-être de générer plus de jeunes femmes ou de garçons, hein, puisque les deux jouent, pour aider justement cette fédération à grossir un petit peu? Oui, je pense tout à fait. Alors peut-être pour mon histoire, comment je suis arrivée dans ce sport un peu exotique, je dirais qu'on n'a pas forcément... En Allemagne, on joue pas à ça? On joue aussi, mais j'ai pas connu ça en Allemagne, alors que j'ai grandi là-bas et je suis venue en France et quelqu'un qui était proche de moi jouait au baseball. Il m'a dit va essayer. J'avais essayé pendant mon enfance et adolescence à peu près tout, du karaté au basket, à la natation, à l'équitation, ce qu'on fait quand on est jeune, quoi. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je joue que je pratique ce sport et que je le trouve génial. Je pense un atout, c'est vraiment les valeurs qu'il y a dans ce sport. C'est un sport, je trouve, avec beaucoup de respect, beaucoup de discipline, des choses comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce sport. Et aussi, comme il n'y a pas beaucoup de clubs en France, on fait des déplacements qui vont très loin. Du coup, ça fait un petit peu promenade de classe. On part avec les copines, on est dans un lieu, on dort ensemble, on a des longs trajets ensemble. Et forcément, ça soude et ça fait une ambiance très, très, très agréable. Qu'est-ce qui vous attire autant dans cette discipline? Alors, tu as un petit peu répondu déjà, mais Anaïs, toi, tu es là depuis très longtemps. Donc, Ouais, en effet, ça fait longtemps. Moi, j'ai trouvé quelque chose où on est dans un sport collectif. Donc, évidemment, la vie de groupe, ça amène des émotions qui sont très fortes d'un point de vue sportif. Et à côté de ça, quand on est à la frappe, on est face à soi-même, pour aider l'équipe, pour avoir son objectif personnel. Et je trouve que c'est extrêmement complémentaire et un juste milieu entre le sport individuel et le sport collectif. Si vous deviez toutes les deux résumer votre passion en quelques mots sur ce sport? Moi, qu'est-ce que je dirais? Oui, le challenge psychologique, les déplacements, et que c'est un sport très complet. On frappe, on court, on lance. Je ne vois pas beaucoup d'autres sports où c'est le cas. Oui, je complète. Un sport très complet et la cohésion de groupe. Un petit message que vous pourriez donner aux parents qui sont très curieux. C'est pas dangereux, c'est un sport qui se développe bien. On a toujours cette peur de la balle qui arrive à je sais pas combien de kilomètres/heure. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? De venir essayer. Enfin, évidemment, pour le coup, nous, on est donc au Stade Toulousain Baseball et Softball, donc de l'association du Stade Toulousain où on porte les mêmes valeurs que le stade. Ça, pour le coup, on parlait du ballon ovale. Il n'y a pas que ça dans la région, mais on a ce nom et on en profite. C'est rare que les gens qui viennent essayer n'aiment pas. On ne peut éventuellement pas continuer, mais tout le monde trouve ça marrant quand même de venir essayer de taper dans une balle ou de lancer la balle fort. Ça amène plein de curiosité. Et le club propose des essais dès l'âge de 6 ans, aussi bien aux petits garçons aux petites filles. Et c'est pas les mêmes balles, pour rassurer les parents. Alors, c'est les mêmes balles pour les filles et les garçons, mais en effet, à 6 ans ou à 9 ans, on joue pas avec les mêmes balles que les adultes. Mais c'est marrant, faut venir essayer. Et pourquoi pas, on a l'histoire où des enfants viennent essayer et c'est les parents qui nous rejoignent, ou inversement, ou toute la famille pour le coup, puisqu'on va vraiment des équipes jeunes aux équipes seniors. On va souhaiter que les Jeux Olympiques vous donnent un coup de boost. On va parler justement du club un petit peu maintenant, puisque tu viens de le citer. Stade Toulousain donc a différentes activités, dont ce softball baseball. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, puisque secrétaire du club quand même? Oui, également, ouais, secrétaire du club depuis maintenant 5 ans. Le club, il a été créé en 1986, donc il a une petite histoire. On a la chance d'être aux Argoulets à Toulouse, avec un terrain dédié, ce qui malheureusement tous les clubs n'ont pas cette chance. Nous, on est supportés par la mairie, par la région. Merci à eux, évidemment. Cette année, on a eu la grande chance d'avoir un éclairage. Ça aussi, ça change beaucoup de choses pour tous les licenciés, puisque plus de créneaux, la possibilité de jouer en nocturne, qui est quelque chose... Donc vous pouvez accueillir encore plus de monde. On peut encore accueillir. Le message est passé. Oui, évidemment. On peut accueillir et on insiste. On a une vraie ambition sur les jeunes.
où on travaille avec les écoles pour ça. La proximité, ce sont des valeurs qui sont importantes pour nous. Alors ça m'amène à la question qui suit sur quelle est la philosophie finalement de ce club. On voit que Joséphine est passionnée, qu'elle a découvert cette ambiance. Derrière tout ça, il y a effectivement probablement une philosophie qui est proposée. Pour le coup, on veut que ce club, ça soit un lieu de vie à chacun, où chacun trouve sa place dans le développement, donc soit dans un projet commun ou dans un projet sportif. On peut venir choisir juste un moment de loisir, mais aussi jusqu'au haut niveau, parce qu'on a la chance d'avoir notre équipe 1 qui, elle, en baseball, donc joue en Division 1, et on a des joueurs de l'équipe de France. Donc vraiment, on a cette capacité, oui, à répondre, on va dire, aux envies de chacun. Joséphine. Oui, et après, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, venir essayer. De toute façon, au pire des cas, ça ne plaît pas. Je crois pas, mais on ne sait jamais. Et moi, mon petit truc un petit peu marrant, quand il y a des nouveaux licenciés, je leur demande mais comment vous avez découvert ce sport ? Et en général, c'est soit je l'ai fait un jour à l'école et j'ai adoré et j'ai voulu refaire, ou, comme Anaïs disait avant, ça veut dire c'est des parents d'enfants qui jouent, qui viennent. Mais on a eu aussi, genre moi je connais quelqu'un qui est venu parce qu'il a dit mais j'adore la tenue, ou quelqu'un d'autre qui a dit je cherchais une écharpe du stade toulousain rugby pour mon père pour lui offrir et je suis tombée sur le site du club. Donc toutes les raisons sont bonnes pour venir essayer et trouver son équipe au sein du club. On va parler un peu de la saison. Vous êtes encore dans la saison. Comment ça marche ? On démarre à quel moment ? On termine quand ? C'est quoi la saison du softball d'un point de vue sportif ? Alors on est un sport d'extérieur, donc pour le coup, la saison commence généralement au mois de mars et termine au mois d'octobre. Cette année, pour nous, la saison a été, on va dire, un petit peu chahutée. En tout cas pour notre équipe 1 qui évolue au niveau national. Il y a eu une restructuration de ce championnat, on évolue en Division 2, qui va là commencer au mois de septembre, mais juste avant, on a participé au championnat régional où on a la chance d'être championne de ce championnat. Voilà, il faut le dire, il faut pas avoir peur, c'est important. On reçoit des championnes, c'est très intéressant de le savoir. Donc championne de cette saison en Division 2, donc en régional. En régional là, et avec l'idée de monter au-dessus. Exactement. Ouais. Le championnat, la Division 2 va commencer au mois de septembre. On attend encore la formule et le planning. Fédération, si vous nous entendez, n'hésitez pas. Pour le coup. On leur enverra le podcast, avec plaisir. Et pour le coup, l'objectif, oui, c'est de prétendre au niveau supérieur. C'est ça, l'objectif de la suite, c'est ça. Oui. Donc, saison qui démarre en mars. Donc, ça démarrait. Donc là, vous allez terminer quand exactement Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, ouais. Et vous redémarrez en mars. Donc, le temps de recruter des gens. Donc, l'objectif, c'est d'espérer qu'il y ait bien vraiment une Division 2 et que ça puisse fonctionner, quoi. Oui, tout à fait. Alors, le softball, excusez-moi le lapsus, sera de retour aux Jeux Olympiques à Los Angeles. C'est une excellente nouvelle, je pense. Pour mémoire, on va le rappeler quand même, la première apparition officielle du softball féminin aux Jeux Olympiques a eu lieu en 1996, je le rappelle, à Atlanta. Ça a suivi en 2000, 2004 et 2008. Absent en 2012 et en 2016. Retour en 2021 en tant que sport additionnel au Japon. Il n'est pas au programme l'été 2024 en France. Et il fait son retour en 2028 à Los Angeles, aux États-Unis. C'est important pour vous, c'est une formidable opportunité. C'est super parce que ça donne l'occasion en effet de retransmettre ce sport qui est méconnu, en tout cas nous en Europe. C'est une opportunité et c'est toujours important. Les sports olympiques amènent une image de marque, une image de découverte aussi, et on espère que ça va avoir l'impact sur plus de licenciés, parce que c'est l'enjeu en France. Plus il y aura de gens, plus on pourra en parler et plus... Concrètement, justement, comment on peut, parce que là on en parle, mais comment on peut attirer, qu'est-ce qu'on peut monter comme coup d'ici 2028 pour dire aux gens, venez découvrir, est-ce qu'il n'y a pas des idées qu'on pourrait mettre en place ou envoyer ? Là, je jette ça sur la table en disant, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Venez voir, venez découvrir et pourquoi pas participer. On a un club qui tourne ici. C'est l'occasion à des jeunes femmes qui, effectivement, je prends l'exemple de Joséphine, qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, mais elle aimait le sport, et puis d'un seul coup, elle a eu le coup de foudre pour ce sport-là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à faire passer ? Je vous donne la balle. Oui, tout à fait. Je pense déjà, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Parler autour de soi, parler à des collègues, à la famille, à des amis, dire que c'est un sport formidable. Et
Ça fait venir des gens. Après, je pense au niveau jeunes personnes, le club fait énormément. Je ne sais pas, tu peux en dire plus par rapport à ça, Anaïs ? Oui, pour le coup, on croit beaucoup, nous, à l'éducation par le sport. Et c'est vrai qu'on a mis en place, des partenariats avec les CLAE ou même avec des écoles qui sont dans le quartier. Donc la mixité sociale, ça aussi, ce sont des valeurs qui sont importantes. Et on arrive à pouvoir parler de ça à des professeurs de sport, des professeurs d'école, parce qu'ils en entendent parler. Donc évidemment, tout est prétexte pour en faire plus. Concrètement, si on a envie de venir vous retrouver, comment ça se passe ? Tu peux nous dire, Anaïs, les gens, les parents, ils veulent se renseigner, comment ? Il y a un site, comment ça se passe ? On a un site internet, en effet, toulousebaseball.com, où il y a absolument toutes les informations. Donc là, on arrive dans la période... Alors nous, on va s'entraîner puisque la saison n'est pas finie, mais pour les saisons jeunes, on terminé. Donc reprise à la rentrée au mois de septembre. Le 5 septembre exactement, premier entraînement pour les sections 9, 12, 15. On propose, nous, 3 entraînements d'essai. Vous venez aux Argoulets, terrain de baseball, et c'est 3 essais. Et si ça marche, on prête le matériel et après, on s'inscrit. Rien de plus simple. Joséphine, prête à accueillir des nouvelles joueuses ? Ou des joueurs. Alors oui, pour les garçons et les filles, oui. On a parlé beaucoup des filles là, mais on va parler un peu des garçons. Il y a une équipe féminine, donc, mais c'est ouvert aux garçons, qui est aussi en softball, pareil. Il y a une équipe d'adultes, c'est quel âge pour les jeunes là qui rejoindraient éventuellement ? Alors nous, dans le club, on a en effet une équipe mixte aussi. Particularité de ce sport, c'est qu'on joue aussi en mixte, un petit peu plus en loisir, mais aussi masculin. Là, c'est une équipe senior en softball qui évolue aussi en Division 1, donc on a la chance quand même d'avoir du bon niveau au club. Nos équipes jeunes sont orientées baseball, mais en tout cas moi, j'ai une volonté en effet de aussi développer le softball chez les jeunes, un petit peu plus compliqué, et c'est pour ça qu'on met l'énergie dans le baseball, et c'est à l'âge de 16 ans où là, les femmes vont plus naturellement... Oui, c'est ça la question toute bête. À quel âge on peut démarrer ce sport ? Le softball, en tout cas dans notre club, c'est à 16 ans. Avant, on fait du baseball et les jeunes femmes, on leur propose de venir essayer le softball et beaucoup adhèrent malgré les petites différences. Et après, c'est à partir, tout âge vraiment, pour jouer à la balle, je le redis, vraiment de 9 à 50 ans parce qu'on a des joueuses qui ont la chance de continuer le sport à 50 ans et qui évoluent, qui performent. Joséphine, pour la conclusion. Oui, non, pas pour la conclusion, mais pour dire qu'on n'a pas besoin d'équipement au début pour venir. On a besoin d'une paire de baskets, un t-shirt, un short, et c'est bon, c'est parti. Et on a les casques sur place, les battes, les gants de prêt et tout ça. Et il faut juste sortir un petit peu de la maison, venir sur le terrain et s'amuser. En tout cas, on peut vous retrouver, donc on l'a dit, aux Argoulets. Est-ce qu'il y a un événement de prévu dans la saison qui vient, avant les Jeux Olympiques, et éventuellement pour faire découvrir ? Alors, on a eu un gros événement pour le coup qu'on a organisé et qui était le Challenge de France, alors baseball, qui regroupe les 8 meilleures équipes de la Division 1 et ça a été un vrai succès. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas organisé un événement de cette ampleur-là. On a été ravis de réussir cet événement. On organise les championnats de France 12U au mois de septembre, le 21-22 septembre. Donc ça sera le plateau sud. Donc là, c'est l'occasion de voir plein de petits jeunes de 10-12 ans faire du baseball, évoluer et voir ce que ça donne à Toulouse. Eh bien, on l'annoncera. Il suffit de nous donner les coordonnées et les dates. Et nous, on le annoncera dans notre partie résultat de l'émission qui a lieu tous les lundis matins. On fait une partie qui dure 20 minutes. Tous les résultats et surtout on annonce les gros événements. Donc un grand merci en tout cas à vous deux d'être venus dans cette émission et d'avoir partagé cette passion du softball. J'en ai appris beaucoup avec vous ce soir. Rendez-vous est lancé si vous avez envie de découvrir cette nouvelle discipline et vivre une aventure collective, partager des bons moments de sport. Vous l'avez vu, on peut partir en balade et c'est ce qui a poussé Joséphine à rejoindre le softball. Alors poussez les portes du stade toulousain baseball softball. Merci à toutes les deux d'avoir été nos invités. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps de notre émission consacrée au softball en compagnie d'Anaïs Monge, secrétaire du Stade Toulousain baseball et coach de l'équipe féminine, et de Joséphine Praul, joueuse passionnée et véritable ambassadrice de cette discipline au sein du club toulousain. Voilà, mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec Marine Mathieu. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire, on reprend notre souffle. Et si on parlait de sport, mi-temps.
Et chaque semaine, derrière les micros de Et si on parlait de sport, il y a des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour raconter le sport autrement. Le sport des champions, bien sûr, mais aussi celui des clubs, des bénévoles, des éducateurs et de tous les passionnés qui font vivre nos territoires. Aujourd'hui, cette aventure est portée par une association qui ne cesse de grandir. Si vous partagez cette passion du sport, des rencontres et des projets collectifs, alors pourquoi ne pas rejoindre l'équipe ? Devenez membre aussi de l'association Et si on parlait de sport et participez à votre manière à cette belle aventure humaine et sportive. Et si on parlait de sport, une passion qui se partage, une équipe qui se construit. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous les athlètes, les clubs, les associations, le sponsoring sportif. Trouver des partenaires, convaincre des entreprises, bâtir des relations durables. Derrière ces mots se cache un véritable métier. Notre invité le connaît parfaitement, ingénieur en informatique de formation, passionné de sport mécanique et de communication. Elle a créé sa propre entreprise pour aider les sportifs à sécuriser leur avenir financier grâce à des partenariats solides et intelligents. Elle accompagne aujourd'hui des athlètes, des clubs et des associations à travers la France. Une méthode simple, devenir un véritable partenaire business incontournable pour ses sponsors. Nous recevons aujourd'hui Marine Mathieu, fondatrice de Yellow Web Marine. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment super contente de partager ce moment avec vous. Avant de parler un peu de sponsoring, on aimerait un peu plus connaître qui est Marine Mathieu. On va revenir sur ton parcours. Qui est Marine Mathieu ? Oui, alors je suis une passionnée de sport depuis longtemps et plus particulièrement de sport mécanique quand j'ai découvert la moto il y a une quinzaine d'années. Avant ça, j'avais aussi développé une attirance prononcée pour l'informatique et le web. Dès qu'un PC avec Windows 98 était arrivé chez mes parents, j'avais tout de suite commencé à bidouiller, à créer, à apprendre un peu la programmation. Et en fait, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses fonctionnent, construire des projets et puis finalement aussi aider les autres à progresser. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte de la chance que j'ai au final d'avoir réussi à réunir toutes mes passions dans mon activité professionnelle. On voit qu'il y a la passion derrière et puis il y en a une autre qui touche tous nos amis motards. Le sport moto a donc été un véritable conducteur pour toi. Oui, complètement. Depuis 2012, pour être précise, je fais partie du team moto GMT 94, qui est une équipe qui est plusieurs fois championne du monde d'endurance et qui évolue aujourd'hui en mondial super sport. Ça m'a permis non seulement de découvrir les coulisses du sport de haut niveau, de comprendre quelles pouvaient être les difficultés financières des pilotes, des sportifs, mais aussi les attentes des entreprises. Et du coup, j'ai pu observer ce qui fonctionne, mais aussi ce qui fonctionne un peu moins bien. Tu es aussi ingénieur en informatique de formation. Comment passe-t-on de cette informatique au sponsoring sportif ? Alors, je pense que le fil conducteur, là, c'est vraiment le web. En fait, après mes études, j'ai travaillé dans le web design et puis j'ai eu envie d'évoluer vers le milieu de la moto et j'ai trouvé une opportunité qui m'a permis de devenir responsable des partenariats et de la communication pour un site e-commerce dans l'univers moto. Et c'est un poste que j'ai occupé pendant 4 ans. Et à partir de là, j'ai vraiment eu la chance de découvrir un univers particulier. Je devais gérer beaucoup de demandes de sponsoring de la part de pilotes, beaucoup qui étaient super motivés, qui étaient talentueux, mais on voyait bien que leur démarche n'était pas du tout adaptée aux attentes de l'entreprise. Je devais passer mes journées à refuser des demandes, c'était très frustrant et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un véritable manque de connaissances sur le sujet, en particulier quand on n'est pas aussi connu que les athlètes qu'on voit à la télé comme Kylian Mbappé ou Lewis Hamilton en Formule 1. Ah oui, alors c'est ce qui probablement t'a poussé à créer ton entreprise. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est en 2021 que j'ai quitté mon CDI pour créer une activité qui avait finalement vraiment du sens pour moi. Là, faut oser. Faut oser. 2021, c'est pas une période facilement simple. Faire le grand saut, c'est intéressant ce que tu nous racontes. Ouais, c'est vrai que je pense que comme beaucoup de gens, la période du Covid nous a très souvent poussé à réfléchir à ce qui avait vraiment du sens pour nous et ce qu'on voulait vraiment faire et si on voulait avoir de l'impact. Et c'est cette réflexion-là qui a été un peu le déclencheur
Et moi, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aider toutes ces personnes que j'avais côtoyées à travers mon ancien boulot, les aider à mieux se présenter, à structurer leur démarche et à obtenir les budgets nécessaires pour justement vivre leurs projets sportifs plus sereinement et atteindre leurs objectifs, voire même pour certains, juste ne pas abandonner par manque de moyens. Alors justement, tu vas maintenant nous présenter Yellow Web Marine, nous expliquer comment tu accompagnes ces sportifs, c'est ce qui nous intéresse, les clubs, les associations dans leur recherche de sponsoring. Nous, on reçoit souvent dans ce studio, autour de cette table, un certain nombre de clubs qui vont écouter ce reportage et qui seront, à mon avis, à l'écoute de ce que tu peux leur proposer. Peut-être qu'effectivement, on en a parlé, dans l'avenir, on pourra peut-être aller plus loin avec des chroniques qui pourraient justement atteindre tous ces clubs, ces athlètes ou ces ligues qui cherchent des solutions. Oui, avec grand plaisir. En fait, j'aime bien dire que Yellow Web Marine, c'est la boîte à outils du sponsoring sportif. Moi, j'accompagne les athlètes, les clubs et les associations pour qu'ils apprennent à développer des partenariats qui seront durables et surtout rémunérateurs. Mon travail, ça consiste surtout à leur donner des méthodes, des outils et construire avec eux la stratégie qui va être adaptée à leur réalité pour qu'ils puissent devenir de vrais partenaires business aux yeux des entreprises. Si par exemple le club de foot amateur de Charleval utilise les mêmes méthodes que le PSG pour trouver des sponsors, on voit bien que ça a peu de chances de fonctionner. Alors justement, ton approche est un peu différente de la recherche de sponsoring dite traditionnelle. Il y a effectivement, je pense qu'avec l'évolution aujourd'hui de tout un tas de techniques, de technologies modernes, les choses ont évolué de la recherche traditionnelle d'il y a 30 ans à aujourd'hui. Oui, complètement. Et surtout, moi, je n'ai pas le rôle d'agent. Un agent qui va aller démarcher pour un club ou pour un athlète des entreprises. C'est d'ailleurs une profession qui est très réglementée en France et dont le modèle économique n'est pas adapté aux clubs et aux athlètes qui sont peu connus et peu médiatisés. Moi, je pars d'un principe simple, c'est qu'une entreprise, elle n'investit pas dans un projet sportif par générosité. Elle investit parce qu'elle y trouve un intérêt. Il faut donc comprendre ses besoins et apprendre à créer de la valeur pour construire une relation qui va être gagnant-gagnant. Le sponsoring, c'est pas uniquement mettre un logo sur un maillot ou une voiture de course, c'est construire une vraie relation et un vrai projet ensemble. Alors, ce qui est concrètement évident qu'une entreprise qui donne de l'argent quelque part, elle en attend aussi quelque part un retour. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on vient chercher de l'argent chez un partenaire, mais il faut aussi savoir que derrière, qu'est-ce qu'on lui offre? C'est tout l'aspect du partenariat, justement, et souvent on a tendance à dire on veut de l'argent, mais qu'est-ce qu'on donne en face, quoi? C'est ça, c'est une vraie difficulté aussi pour les athlètes et les clubs d'identifier leurs ressources et leurs atouts, d'arriver à se dire oui, je suis capable d'apporter des choses et des choses qui vont être vraiment utiles, qui vont apporter un retour sur investissement à l'entreprise. Alors justement, quels sont en gros les profils que tu accompagnes? Ils sont très variés. Je travaille avec des pilotes, avec des athlètes de haut niveau, des sportifs amateurs, des clubs, des associations ou même des organisateurs d'événements. En fait, le vrai point commun de tous ces projets, c'est qu'ils ont besoin de financement, qu'ils cherchent des budgets et qu'ils ont cette volonté de professionnaliser leur approche du sponsoring pour obtenir de vrais budgets et ne plus bricoler, entre guillemets, pour essayer de récupérer un petit peu de l'argent de poche à droite et à gauche. C'est la stratégie à mettre en place de recherche de partenariat, en fait. C'est ça, exactement. C'est de passer de « je sais pas trop ce que je fais, j'essaye de piocher des idées à droite et à gauche » à « je sais exactement quelles actions je fais pour atteindre quel objectif ». Alors concrètement, quels sont les outils que tu leur proposes, tu mets à leur disposition pour les aider dans leur recherche de sponsoring? J'ai créé un écosystème à 360 degrés justement pour aider mes clients, quelle que soit l'étape à laquelle ils en sont. Ça va commencer par la création d'un dossier de sponsoring, l'accompagnement individuel long pour justement apprendre à mettre en place toute cette stratégie, mais aussi du conseil ponctuel pour les aider sur un besoin précis, et bien sûr la création de sites internet qui vont être optimisés pour la recherche de partenaires, parce que j'ai pas abandonné l'une de mes passions qui reste le web. En fait, l'objectif, c'est vraiment de rendre les sportifs autonomes et efficaces dans leur démarche. Alors, on sent véritablement chez toi une sorte de démocratisation du sponsoring sportif et tu veux montrer que c'est pas réservé uniquement à une élite. Et pourquoi ce combat est-il si important à tes yeux? Oui, c'est hyper important parce que on pense souvent
qu'il n'y a que les grands champions qui peuvent avoir des sponsors. Et pourtant, c'est complètement faux. Il y a plein de sportifs qui sont beaucoup moins médiatisés, qui ont aussi des projets extraordinaires et ont aussi de la valeur pour les entreprises, à condition de savoir la mettre en avant. On pense aussi à tort que le fait d'avoir une médaille olympique va attirer les sponsors comme des aimants. Et beaucoup d'athlètes gaspillent un temps précieux en attendant que quelque chose qui n'arrivera probablement jamais arrive, et parfois ça met leur projet en péril. Oui, ça, on l'a vécu, nous, autour de cette table, avec des sportifs qui sont arrivés à la porte des Jeux Olympiques, qui ont été en finale Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas gagné de médaille et qui se retrouvent derrière. Et c'est aujourd'hui l'un des grands drames du sport français, c'est que derrière, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que 4 ans d'accompagnement, on ne gagne pas, et même pour ceux qui gagnent, et derrière, il n'y a plus de suivi et c'est difficile. C'est terrible, et il y a énormément d'athlètes qui sont dans ce cas-là, et beaucoup ne s'en sont pas du tout rendus compte, n'ont pas anticipé ce besoin-là, et je pense qu'il y a eu aussi très souvent des mésententes. J'avais d'ailleurs lu une étude qui expliquait que énormément d'entreprises avaient été déçues des partenariats qu'elles avaient mis en place, notamment pendant les JO, parce qu'au final, elles ne savaient pas précisément comment les exploiter. Et donc, forcément, quand on n'a pas d'objectif, on n'a rien à mesurer à la fin et potentiellement, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on n'a pas. Alors, quels sont aujourd'hui les objectifs de Yellow Web Marine, pardon ? Mon premier objectif, c'est évidemment d'aider un maximum de sportifs à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs, à pouvoir développer leurs projets avec davantage de sérénité et de sécurité financière. Ça, c'est vraiment hyper important. Et mon deuxième objectif, ça va être de faire évoluer les mentalités sur le sponsoring sportif. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de clubs et d'athlètes qui comprennent que oui, c'est possible de créer des partenariats solides sans forcément être une star, sans bénéficier d'une énorme visibilité médiatique, d'avoir des millions d'abonnés sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que je souhaite aussi aider à développer des outils qui soient accessibles et des contenus pédagogiques pour pouvoir aider le plus grand nombre, ceux qui commencent juste à se renseigner, comme ceux qui ont déjà essayé plein de choses et qui ont vraiment envie de passer à la vitesse supérieure. Alors, si tu avais 3 conseils à donner à un sportif qui recherche des sponsors, quels seraient-ils ? Seulement 3, ça va être difficile, mais allez, on va essayer. Je dirais qu'en premier, le premier conseil, ce serait d'arrêter de demander de l'argent. Non, mais c'est quand même pour ça qu'ils vont chercher les sponsors. Oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais l'entreprise, elle ne donne pas par générosité, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il ne faut pas lui demander de l'argent, mais au contraire, il faut montrer qu'on est là pour lui proposer une solution à l'un de ses problèmes, l'aider à atteindre quelque chose. Le deuxième conseil, ce serait de faire attention à son image, mais sans forcément attendre d'avoir des milliers ou des millions d'abonnés. Avoir un dossier de sponsoring lisible, en faisant attention à ce que ça ne devienne pas un album de famille, avoir un site internet clair qui peut présenter leur parcours et qui est à jour. Ça peut être aussi un moyen simple de les contacter, avoir des réseaux sociaux qui sont professionnels, vraiment être carré et travailler ça au quotidien. Et le troisième conseil, ça serait de penser long terme. Le sponsoring, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est construire une relation humaine avec confiance et avec régularité. Alors, tous ceux qui font du sprint, ils vont avoir du mal. Il va falloir trouver des solutions. Ils ont l'habitude d'aller vite, ils veulent vite des résultats tout de suite. Non, mais sans faire d'humour, c'est vrai que j'ai proposé 3 points, mais il y a effectivement plein d'autres choses qu'il faut conseiller. Et c'est bien pour ça que ton rôle et ton métier est important. Surtout dans l'ère du temps, on va dire, on a besoin de gens qui sont capables d'orienter, surtout avec les nouvelles, je le disais tout à l'heure, une nouvelle technologie. Tu parlais de réseaux sociaux, c'est complètement nouveau dans le concept. C'est un site internet, il y a tellement de sites internet, mais faire un site simple, clair et visuel, ça me paraît très important, effectivement. Avoir une belle image, ne pas balancer tout et n'importe quoi sur les réseaux, c'est important aussi pour un sponsor de voir à qui il a affaire. Je crois que tout ça, c'est important. Et alors là, ça m'a fait sourire, mais commencer à arrêter de demander de l'argent. Effectivement, l'objectif, c'est plutôt d'aller voir un partenaire en disant voilà qui je suis, voilà ce que je peux vous apporter, qu'est-ce que vous en pensez, et c'est avec ça qu'on peut commencer une vraie discussion.
C'est ça, et surtout le plus important, c'est de quoi vous avez besoin. En fait, c'est peut-être même presque la première étape quand on va voir, on prend contact avec un partenaire, c'est de s'intéresser à ce qu'il fait et vraiment lui demander aujourd'hui quelles sont ses priorités, de quoi il a besoin, et qu'aujourd'hui on a envie de mettre son projet sportif à son service pour lui apporter de la valeur. On est là un peu avec des individuels là. J'ai envie de te demander la question pour les clubs, pour des ligues ou des comités, moi que je reçois régulièrement à l'antenne. Qu'est-ce qu'on peut leur demander, leur proposer par rapport à ça ? Je dirais que ce serait de mieux valoriser leurs atouts. Un club va posséder une communauté, des bénévoles, organiser des événements, avoir des histoires humaines fortes. Tout ça, ça a énormément de valeur pour une entreprise. Il faut apprendre à les présenter, à sélectionner les bonnes ressources de la bonne manière, et derrière, les présenter aux bonnes entreprises en fonction des besoins qu'on aura identifiés. Pour les comités, les ligues et les fédérations, j'ai remarqué quelque chose lors de mes échanges, c'est que beaucoup de licenciés se sentent démunis. Je pense qu'un bon début, ce serait leur mettre à disposition des ressources, des modèles, peut-être proposer des masterclass ou des choses comme ça. Ça les aiderait déjà beaucoup. Depuis que tu as créé Yellow Web Marine, tu as aidé de nombreux sportifs et porteurs de projets à concrétiser leurs ambitions. Quel est le beau retour, le témoignage ou l'histoire qui t'a le plus ému, qui donne tout son sens à ton engagement ? Il y en a plein, c'est encore une question difficile, mais on va dire que parmi les témoignages qui reviennent souvent, ceux qui me touchent le plus, ça va être par exemple, grâce à ton accompagnement, j'ai repris confiance en moi, j'ai repris confiance en mon projet. Souvent, un athlète ou un dirigeant de club va arriver avec de la passion, mais aussi énormément de doutes et de peur. Il a essuyé plein de refus, il pense qu'il n'est pas légitime ou que son projet n'est pas assez bien pour une entreprise. Et quelques semaines plus tard, il m'annonce qu'il a signé son premier partenaire financier à 4 chiffres. Ça fait super plaisir. Et puis pareil pour ceux qui me disent « ça y est, j'ai eu une réponse, t'as raison, ça fonctionne, tu m'as remis dans le droit chemin », des messages que j'ai eus il n'y a pas longtemps, ça n'a pas de prix de recevoir ça. Et puis il y a aussi la fierté de voir des personnes changer de regard sur elles-mêmes. Quand elles comprennent que oui, elles ont une véritable valeur, même si elles n'ont pas gagné des championnats du monde, si elles n'ont pas une médaille d'or, si elles n'ont pas fait les JO, mais elles ont une histoire à raconter. Elles peuvent apporter quelque chose aux entreprises. C'est pas simplement une recherche d'argent, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, la construction d'un partenariat qui va être basé sur la confiance et sur un partage de certaines valeurs fortes. En fait, ma plus grande satisfaction, je m'en rends compte, au-delà de la signature d'un contrat de sponsoring par mes clients, bien sûr, c'est surtout de voir les projets qui se réalisent. Ça peut être une participation au Dakar ou même l'organisation d'une manche d'un championnat mondial, ou alors arriver à partir sur un rallye dans un autre pays. Chaque porteur de projet qui reprend confiance, qui gagne en sérénité et qui réussit à mener son projet à bien, c'est vraiment incroyable. Il dit « mon projet mérite d'exister et je suis capable de le porter plus loin ». C'est exactement pour ça que j'ai créé Yellow Web Marine. C'est vraiment pour aider les passionnés à continuer de vivre leurs rêves, à continuer de pratiquer leur passion et à se donner les moyens de transformer leurs ambitions en projets durables. Alors ça, c'est super beau, mais tout le monde n'est pas forcément capable de faire ces démarches. Cette rencontre entre partenaires, c'est aussi une affaire humaine. Il suffit pas d'avoir un beau dossier, il faut être capable d'aller vers les gens, de présenter. Or, souvent, on a aussi des sportifs qui sont avant tout des sportifs, forcément des grands communicants. Comment tu gères ce genre de problème ? Parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des sponsors, mais au-delà de tout ce qu'on leur propose, ils n'ont pas peut-être la facilité d'aller chercher les bonnes personnes. Alors là, tu mets le doigt sur une idée reçue qui est extrêmement courante, qui est moi je suis pas extravertie, je vais pas arriver, j'ai du mal à communiquer, je vais pas arriver à démarcher. En fait, il n'y a pas besoin d'être extraverti et vraiment le travail que je fais avec mes clients, ça commence par une chose qu'on fait toujours en premier, c'est identifier les atouts et les qualités, les compétences de la personne. Tout le monde est né avec des qualités, tout le monde a développé des compétences au cours de sa vie, tout le monde a vécu des expériences et tout ça, ça permet d'identifier
un certain nombre de choses qu'on a en soi et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et chaque personne a des choses dans cette liste. Chaque personne, chaque club va pouvoir avoir sa propre liste d'atouts et de ressources. Ça ne sera pas la même d'une personne à l'autre, ça peut être même complètement différent, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les atouts de chacun, ce qu'on a en soi, ce qu'on peut apporter, plutôt que sur ce que les autres ont et que nous, on n'a pas. C'est vraiment le point clé pour derrière pouvoir apporter des choses à l'entreprise en se basant vraiment sur des compétences, des caractéristiques et des qualités qui nous sont propres. On sent cette passion qui t'anime. Alors, j'ai une dernière petite question. Voilà, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Avant de refermer cette parenthèse passionnante autour du sponsoring sportif, j'ai envie de te poser une toute dernière question et peut-être même de révéler un petit scoop à nos auditeurs. Marine, après avoir découvert notre émission, et si on parlait de sport, tu m'as appelé et tu as décidé de rejoindre l'aventure associative. Mieux encore, tu as proposé de mettre tes compétences et ton expertise au service du développement de l'émission, d'une part, d'intervenir aussi régulièrement à l'antenne pour parler de sponsoring sportif, comme tu viens de le faire, peut-être aider, continuer à aller dans ta démarche et appuyer sur des points que les gens qui viennent à l'antenne ont probablement raison. La question que j'ai envie de te poser, pourquoi as-tu envie de rejoindre notre aventure ? En fait, quand j'ai écouté le podcast, j'ai tout de suite été séduite par l'ADN de l'émission. Et si on parlait de sport, c'est pas juste une émission qui parle de résultats ou de performances, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un média qui mettait en lumière des hommes, des femmes, des gens qui sont passionnés, des clubs, des bénévoles, des athlètes et des initiatives qui font vraiment vivre le sport au quotidien. Mais toutes ces personnes-là, elles ne feront peut-être jamais la une de l'équipe. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de leur donner la parole. Je me suis tout à fait reconnue dans les valeurs de partage et de transmission et de passion que j'ai ressenties en écoutant l'émission. Et puis, tu vois, au fil de nos échanges, ça m'a vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et si mes compétences dans le domaine du sponsoring et du digital peuvent aider l'émission à grandir et aussi, évidemment, permettre aux sportifs et aux associations de mieux comprendre comment trouver et fidéliser des partenaires, alors je suis super contente d'embarquer dans l'aventure. Et puis, de toute façon, je suis vraiment convaincue qu'il y a un vrai besoin d'information sur le sponsoring sportif aujourd'hui. Il y a énormément de porteurs de projets qui se posent des questions, qui ne savent pas par où commencer ou qui pensent tout simplement que le sponsoring n'est pas fait pour eux. À travers notre collaboration, tu m'offres vraiment cette possibilité de partager des conseils concrets, de répondre aux questions des auditeurs, de casser des croyances ou des idées reçues. Et puis pourquoi pas, j'espère aussi donner à certains l'élan qui leur manque aujourd'hui pour se lancer et développer leur projet plus loin. En fait, vraiment rejoindre, et si on parlait de sport, je me suis rendu compte que c'était un peu une évidence par rapport à mon projet. C'était mettre mon expérience au service d'une émission qui partage non seulement mes valeurs, mais qui a envie de continuer à faire vivre le sport autrement, en créant du lien et en accompagnant tous ceux et toutes celles qui osent entreprendre et qui osent rêver, tout simplement. Eh bien voilà, le scoop est lancé. On est très heureux de t'accueillir officiellement, Marine, au sein de cette grande équipe de Et si on parlait de sport. Vous la retrouverez donc, chers auditeurs et chères auditrices, prochainement à l'antenne pour des chroniques, des conseils pratiques autour du sponsoring sportif. Marine, merci d'avoir partagé ton parcours, ton expérience et ton enthousiasme avec nous. Et surtout, bienvenue dans l'aventure de Et si on parlait de sport. À très bientôt, Marine. Merci beaucoup Laurent, avec grand plaisir, à très bientôt. C'est la fin de cette deuxième mi-temps avec Marine Mathieu, ingénieure en informatique de formation, passionnée de sport mécanique et de communication et fondatrice de Yellow Web Marine. C'était Si on parlait de sport avec Anaïs Monge et Joséphine Prol et Marine Mathieu. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 160e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport ? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 160e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Anaïs Monge, Joséphine Prol et Marine Mathieu. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci aussi à nos partenaires, LG Consultants, Semperconnect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet.
Merci également à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Continuez à liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est vous notre moteur. Cette émission est à retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site Et si on parlait de sport. Très belle semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport consacrée à celles et ceux qui font vivre le sport au quotidien. Allez, à très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.